Bonjour à tous et bienvenue dans l'Extalk où nous allons aujourd'hui parler du transfert de données personnelles hors Union européenne avec l'invalidation du Safe Harbor. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Cécile Théard-Jalut, Jean-Marie Job et Bruno Lebrun. Je rappelle que vous êtes tous les trois avocats associés chez De Gaulle, Fleurance et Associés. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors le Safe Harbor a été invalidé par la Cour de justice de l'Union européenne par un arrêt en date du 6 octobre dernier. Celui-ci encadrait le transfert de données personnelles de l'Union européenne vers les États-Unis. Jean-Marie, pouvez-vous nous expliquer en quoi consistait le Safe Harbor ? Alors le Safe Harbor, c'est un accord qui a été conclu entre la Commission européenne d'une part et le gouvernement américain, qui pose un certain nombre de principes en matière de protection des données personnelles, principes qui reprennent les règles fondamentales de l'Union européenne. Les entreprises américaines, si elles le souhaitaient, sur une base volontaire, pouvaient adhérer au Safe Harbor. Et dès lors qu'elles avaient adhéré au Safe Harbor, il était possible pour elles de recevoir des données en provenance de l'Union européenne de façon légale. Et Bruno, cet arrêt était-il une surprise ? Cet arrêt a été une surprise, même s'il était prévisible. Mais je crois que pour comprendre cet arrêt, il faut reprendre deux éléments de contexte, qui sont premièrement la Charte des droits fondamentaux, qui a été adoptée après l'adoption de la décision Safe Harbor, et ensuite l'affaire Snowden. L'affaire Snowden a étalé au grand jour combien la législation américaine était différente de la législation européenne et permettait des intrusions dans la vie privée. Une fois qu'on a découvert cette affaire Snowden, la Commission n'est pas restée les bras ballants. Elle a en effet engagé des enquêtes, elle a émis deux communications, et dans ces deux communications, elle constate un grand climat d'incertitude, d'inquiétude, et elle constate, je cite, que le Safe Harbor ne peut plus être mis en œuvre, mais sa suppression porterait atteinte aux intérêts des entreprises. Et c'est là que l'arrêt est intéressant, parce que l'arrêt décoince juridiquement une situation qui politiquement et économiquement était bloquée, et c'est ce qui explique que l'arrêt a cet impact. Il ne faut pas oublier aussi que l'arrêt est surprenant parce qu'il conclut à ce que la Commission avait manqué à son travail lorsqu'elle a adopté le Safe Harbor en 2000. Elle n'a pas suffisamment motivé sa décision et c'est la raison pour laquelle sa décision est invalidée par la Cour. Cécile, est-ce que cette décision touche uniquement les États-Unis ? Non, ça va bien au-delà, à la fois en termes géographiques et en termes d'outils disponibles pour organiser les transferts. Vous savez qu'au sein aux outils du droit de l'Union européenne, il y a une grande distinction s'agissant des pays hors Union qui peuvent recevoir les données. Il y a des pays qui offrent une protection adéquate, considérée comme telle par l'Union européenne, et les autres. Il y a une dizaine de pays qui appartiennent à la première catégorie, le Canada, la Suisse, l'Argentine, Israël, la Nouvelle-Zélande, ce ne sont que des exemples. Et dans la seconde catégorie, des pays tout aussi importants en termes de transfert de données, par exemple la Chine, la Russie, l'Inde ou des pays africains. On parle beaucoup du big data qui se développe en Afrique. Donc la question est fondamentale. Sur les outils disponibles, il y a un certain nombre d'outils qui ont été mis en place par l'Union européenne. On parle beaucoup en ce moment, par exemple, des clauses contractuelles type et des Binding Corporate Rules, les fameuses BCR. Les clauses contractuelles type permettent d'organiser des transferts bilatéraux entre responsables de traitement entre responsables de traitement, ou entre responsables de traitement et sous-traitants. Les BCR organisent des transferts plus multilatéraux au sein de groupes de sociétés. Le souci qui se pose actuellement après la décision de la CJUE, c'est que ces outils en fait reposent sur un principe fondamental de compatibilité du droit de réception avec le droit de l'Union européenne. C'est-à-dire que le destinataire des données, l'importateur, reconnaît qu'il va se soumettre aux règles de protection des données de l'Union européenne. Donc s'il y a des dispositions d'ordre public local qui sont contraires à cet engagement, l'importateur ne pourra pas ne pas s'y soumettre, ne pourra pas ne pas se soumettre à son droit local. Donc ça pose une question fondamentale en fait de pérennité de ces outils. L'Assemblée des CNIL européennes, le G29, a préconisé en fait de maintenir ces outils pendant un espace de 3 mois, donc 31 janvier 2016, et après on verra, enquête, sanctions. Mais il faut savoir que certaines autorités, par exemple l'autorité allemande, a d'ores et déjà décidé que ces outils n'étaient plus utilisables et qu'il fallait localiser les données en Europe, en tout cas pour l'instant, puisque les mécanismes sont flottants et ça n'est plus sécurisé. Mais est-ce qu'il existe d'autres outils alors ? Il en
existe un certain nombre, mais qui ne sont pas adaptés à des transferts massifs. Par exemple, le consentement individuel, on en parle également beaucoup en ce moment. Il faut savoir qu'il n'est pas adapté, ce consentement individuel, à un transfert massif et systématique. Donc les grands opérateurs, les grands outils de navigation sur Internet qui peuvent vous demander systématiquement votre consentement pour transférer des données, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et même d'autres cas particuliers, comme celui des données de santé, où il y a une méthodologie de référence adoptée par la CNIL, sont en train d'être mis en question par cette dernière. Donc on voit bien que c'est tout le paysage juridique qui est concerné. Et alors, que faut-il faire en attendant que les négociations entre l'Union européenne et les États-Unis aboutissent ? Alors le premier travail à accomplir, c'est un état des lieux que les entreprises doivent faire. Et pour faire cet état des lieux, c'est de considérer en premier les données les plus sensibles. Les données les plus sensibles sont bien entendu celles qui sont définies comme telles dans la loi, les données de santé par exemple, les données génétiques, mais également les données des ressources humaines. En effet, il n'est pas exclu qu'il y ait une forme d'inquiétude dans les entreprises sur le transfert hors Union européenne de données du personnel et des interrogations, voire des questions, par les institutions représentatives du personnel. C'est une véritable analyse de risque qui doit être menée rapidement et qui, dans certains cas, compte tenu de positions des autorités nationales, pourrait aboutir à rapatrier les données à l'intérieur de l'Union. Bruno, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, mais je pense que dans ce contexte de confusion, il faut en effet suivre de très près la position des régulateurs nationaux, que ce soit français ou autres dans l'Union européenne, et ensuite ne pas hésiter à dialoguer et avec les autorités nationales et avec les autorités européennes pour que la législation future cale le plus possible avec le fonctionnement des industries en question. Merci à tous les trois. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Lextalk.